Mes amis, bien le bonjour. Cette histoire de climatiseur, cette obsession que font les autorités sur la climatisation en France, cache quelque chose de très sinistre. Je vais t'en parler. En tout cas, la France aujourd'hui est en train de s'enfoncer dans l'été, la canicule. On n'est qu'au mois de juin. Les patients auront encore l'occasion d'être mises à rude épreuve durant le mois de juillet et août. Et pendant ce temps, les autorités décrètent que la climatisation, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. C'est mal pour le climat, pour la nature, pour le carbone, pour je sais pas quoi. Et ça, quand tu sors de quelques pays européens comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ce n'est pas une question. Le monde, la planète n'est pas en train de parler de climatisation. Sincèrement. Tu vas aux États-Unis, 90% des foyers en sont équipés. En Chine, ils climatisent les porcheries. Dans les pays du Moyen-Orient, tu peux trouver des patinoires à l'intérieur de centres commerciaux, alors qu'il fait 40 degrés à l'extérieur. Les gens n'ont pas de problème sur la planète, sur cette planète. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de problème avec la climatisation une fois qu'on quitte les 3 pays que je viens de citer. Donc, je vais te dire un truc. On va peut-être dézoomer un petit peu et tu vas voir ce que, tu vois, le point que je cherche à faire passer. C'est très sinistre ce changement. Personnellement, je suis l'auteur du livre Escrologie, qui est l'un de mes best-sellers, et ça fait très longtemps que j'observe les témoins du climat. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer en coulisses et le virage civilisationnel que la France ou l'Europe est en train de prendre de manière générale. Regarde, on va aller plus loin. On va aller au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a ce qu'on appelait les 30 Glorieuses. Et puis, on va prendre peut-être dans les années 60, 70, les images de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où tu vas voir les micro-trottoirs, tu vas voir les caméras qui descendent sur l'autoroute pour parler aux automobilistes qui sont en train de partir vers le sud, l'autoroute du soleil. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là? Ce qui s'était passé, c'est que on avait voulu, on voyait, tel que les choses étaient vues, on voyait que l'évolution sociale ne pouvait se faire que si tout le monde avait accès aux nécessités de la vie. La définition des nécessités a évolué année après année. On voulait que les gens puissent se déplacer librement, puissent aller loin, puissent accéder à tout le confort. Regarde, durant les années 30, la compagnie Volkswagen, qui est en train d'ailleurs pratiquement en train de s'effondrer, Volkswagen hier a annoncé qu'ils vont licencier 100 000 personnes. C'est énorme comme chiffre. Hein. Je crois que c'est le plus grand licenciement ou le deuxième plus grand licenciement au monde. 100 000 personnes d'un coup, c'est beaucoup. C'est une entreprise qui est en train de s'effondrer en vendant les bijoux de la famille à des hedge funds américains. Ils vont vendre leur partie Volkswagen Marine, qui fabrique des moteurs pour bateaux. Ils sont en train de la vendre à un hedge fund américain. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en train de vendre les bijoux de la famille, le savoir-faire, les patentes, tout ça, juste pour pouvoir survivre encore quelques mois. Ok? Personnellement, bon, je pense pas que c'est une boîte, on en parlera dans une vidéo spécifique, mais je pense pas que les boîtes automobiles européennes vont continuer beaucoup plus longtemps encore. Ok? C'est une destruction programmée. Maintenant, Volkswagen a créé dans les années 30 la Beetle, qu'on appelait le type 1, la coccinelle. C'était quoi le but de la coccinelle? C'était d'avoir une voiture accessible à tout le monde. Volkswagen, ça veut dire quoi? Hein, quand je dis Volkswagen, tu entends le S. C'est le S du génitif. C'est l'appartenance, la voiture du peuple. On voulait que le peuple, que tout le monde puisse accéder à la voiture. Et c'est pour ça qu'on a fabriqué la coccinelle. D'ailleurs, après la guerre en 39-45 a perturbé les plans de Volkswagen, dont les usines ont été réquisitionnées et utilisées pour l'armement. Et c'est seulement en 1945 que ça a repris la fabrication de plus belle. Et des gens achetaient cette voiture-là pour une somme assez abordable pour pouvoir se déplacer. Si tu regardes, il y a eu des révolutions similaires en France avec la 2 chevaux, la Citroën 2 chevaux, il y a eu la Renault 4. Au Royaume-Uni, il y a eu la Mini, tu vois. Tu as la Trabant dans les pays d'Est. C'est quoi le but de ces voitures? C'est quoi le but? C'était de permettre à l'ouvrier, c'était de permettre aux profs, aux prêtres, à des gens finalement de tous les jours, de pouvoir monter dans la voiture
et de partir, d'aller voir la famille qui habite à 400 km de là, d'aller à la plage, même s'ils habitent à Paris, de pouvoir, pour les retraités, de s'acheter, je sais pas moi, un pavillon en province et pouvoir y aller. C'était parce que pendant longtemps, le déplacement, c'était un privilège de caste. Il y a, pendant des siècles et des siècles, tu prends l'époque, la féodalité, les gens naissaient, vivaient, travaillaient, mouraient à l'ombre du même clocher. Le déplacement, c'est seulement le maître des lieux qui se déplaçait. Il fallait avoir une calèche, et puis aux calèches, on attachait beaucoup de chevaux, et puis il fallait des cavaliers, il fallait envoyer des gens avant pour préparer les auberges en chemin, il fallait s'arrêter, changer les chevaux, continuer, c'était quelque chose. À l'époque, quand les gens pouvaient voyager à plus de 500 km, ils écrivaient des livres. Ils écrivaient des livres pour dire ce qu'ils ont vu comme pays extraordinaire. Aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée de prendre un vol Paris-New York et puis écrire un livre sur New York. Mais à l'époque, ça se faisait. Donc, si tu veux, c'était le déplacement, les distances étaient un privilège de caste. Faire les distances, c'était pas pour le premier venu, c'était que pour la noblesse. Ok. Après, je t'ai dit, on a voulu évoluer en rendant le déplacement disponible pour tout le monde. Il fallait le démocratiser. Et les gens ont commencé à se déplacer. Sauf que, plus tard, on s'est dit, peut-être qu'il ne faut pas faire ça. Peut-être c'est une erreur. Peut-être qu'il va falloir revenir à comme on était à l'époque de la féodalité. Il va falloir que le déplacement redevienne un privilège de caste, encore une fois. Donc, par exemple, en Europe, comme tu le sais, les voitures sont en phase d'être interdites. Hein, les voitures thermiques, hein, qui représentent la plus grande partie donc des bagnoles les plus accessibles, eh bien, elles seront interdites. Donc, par contre, les seules qui seront permises, il y a quand même une exception pour les Lamborghini, pour les Ferrari, tout ça. Donc, je suis en train de te dire que c'est seulement la caste qui pourra rouler et se déplacer. On parle aussi d'interdire les vols en avion pour les Européens, dire que tu as droit à un vol tous les 3 ans, ou un vol ou 2 par vie, ou quelque chose comme ça. Par contre, les jets privés, t'inquiète pas, ils seront toujours là. Donc on est en train de créer un système, on est en train de prendre un virage, tu réalises. Il y a aussi autre chose, quand tu regardes dans les années 60, quand on te parlait de, je sais pas moi, de toutes ces machines blanches, hein, c'était le climatiseur, pas le climatiseur, mais c'était les micro-ondes, on te parle du lave-vaisselle, du lave-linge, c'était quoi? On disait à l'époque, bon ben voilà, ça va libérer la femme, comme ça la femme pourra aller travailler, parce qu'à l'époque c'était son taf, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a fait tout ça pour créer une sorte de libération, n'est-ce pas? C'était à l'époque ce choix-là. Il fallait que tout le monde puisse accéder au confort. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de revenir là-dessus. Ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans une société de privation. Il faut que le gueux, ce qu'on va faire, on va le priver de tout. On va le priver de déplacement, on va le priver des besoins basiques, des nécessités basiques de la vie moderne. Donc, en l'occurrence, on va le priver de climatiseurs. Hein. Tu prends au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, depuis le Brexit, c'est littéralement devenu une théocratie climatique parce qu'ils voulaient se donner à fond, mais au sein de l'Union européenne, même si l'Union européenne est très obsédée par le climat, mais le Royaume-Uni l'est encore plus. Donc, en reprenant leur souveraineté, ils peuvent maintenant aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a des mairies qui demandent à des gens de retirer la clim. Ils disent non, t'enlèves la clim parce que c'est pas bien pour le climat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est en train de faire ça en France. T'as des gens qui sortent d'une opération très lourde, et qui doivent rester baignés dans leur sueur, rester dans des chambres d'hôtel dans des chambres de machin, d'hôpital à 40, 45 degrés, tu vois. Et beaucoup en meurent. Alors, un truc entre nous, je n'ai pas envie de partir dans la direction de nos ennemis. Ça signifie, je n'ai pas envie de dire, oui, mais regarde, la personne âgée, l'asthmatique, le bébé, tout ça, parce que attention à ce discours. Quand tu utilises ce discours pour dire que c'est injuste, ces gens devraient avoir accès à la climatisation, tu es en train d'adopter le discours de ton ennemi. Ça signifie, voilà les choses de la vie de tous les jours, on doit y accéder par mérite. Tu vois, tu veux quelque chose, tu veux une voiture, bon, tu fais un dossier, tu ramènes une lettre de chez le médecin. En Suisse, par exemple, la climatisation, dans certains cantons, il faut un dossier médical. Tu dois ramener une lettre du médecin
pour pouvoir installer la climatisation, tu vois. Et donc, ça veut dire que pour tout le reste, pour tous les autres qui sont moins méritants, qui n'ont pas de raison liée à l'âge ou liée à la santé générale ou de raison médicale, eh bien, c'est normal de leur interdire. Tu vois le vice, il faut faire gaffe à ça. Pour moi, je veux dire, parce que pour moi, pour des milliards de gens en dehors de l'Europe, tu peux climatiser une grange vide si tu as envie, quoi. Je veux dire, si tu peux payer la facture, ben, tu la payes et puis c'est tout, hein. Il y a personne qui a un problème moral ou un problème avec ceci, hein. Ce qui est en train de se passer, c'est que ces pays, comme je viens de citer, tu prends par exemple le Royaume-Uni, hein, qui est sur la même voie que la France aujourd'hui, hein, sur pratiquement tout, on peut presque fusionner ces deux pays. Eh ben, quand tu regardes en hiver, ils sont en train de lutter contre le chauffage. Régulièrement, là, par exemple, il y a les nouvelles maisons aujourd'hui, on n'a pas le droit de les connecter, de leur installer les chauffe-eau, hein. On n'a pas le droit d'avoir ces appareils qui chauffent l'eau au gaz, hein. Donc on peut pas avoir des radiateurs, on peut pas avoir de l'eau chaude comme on veut, tu vois. On est obligé d'installer des pompes à chaleur qui sont coûteuses, qui sont pas toujours efficaces dans le climat britannique, mais c'est pas grave. C'est pas une question d'efficacité, c'est une question d'idéologie. Et quand tu regardes l'idéologie climatique, celle des témoins du climat, elle est née aux États-Unis. Elle est née, au départ, c'était des sectes apocalyptiques. Par la suite, ils ont commencé à avoir une oreille favorable chez les politiciens, parce que les politiciens, du moment qu'ils ont le moyen de surfer sur une idéologie qui leur permet d'imposer les choses, qui leur permet et puis de faire de l'argent aussi. Donc non seulement d'imposer leur vision aux gens en disant c'est urgent, il y a une urgence, hein, l'état d'urgence. L'Égypte, ils ont passé, sur les 50 dernières années, l'Égypte ont passé 35 ou 36 en état d'urgence, hein. Les politiciens adorent l'état d'urgence, parce qu'avec l'état d'urgence, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc l'Europe, aujourd'hui, est entrée dans une sorte d'état d'urgence climatique. Il n'y a pas d'urgence climatique, ça n'existe pas, il n'y a rien. Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a des décennies plus chaudes, des décennies plus froides, il y aura de temps en temps des pics vers le haut, de temps en temps des pics vers le bas. Tu vas avoir, dans les années qui vont venir, des étés qui seront froids et pluvieux, tu en auras d'autres où tu te dis « Waouh, de mémoire d'homme, je ne me rappelle pas qu'il faisait aussi chaud ». Ça fait juste 1000 ans que c'est comme ça. Tu regardes même les récits du Moyen-Âge, c'était exactement pareil. Il y avait des années chaudes, des années froides, et ainsi de suite. Ça n'a rien changé. Sauf qu'à l'époque, on ne monnayait pas ça. Aujourd'hui, même si l'humain a eu souvent un rapport très, comment dirais-je, parfois un rapport difficile avec le temps autour de lui qui change, là, aujourd'hui, l'Europe, c'est littéralement, il faut revenir à des peuplades qui vivent dans la jungle, et eux, encore, ils ont une excuse, tu vois, ils n'ont pas accès à la science moderne et tout ça, pour trouver une relation aussi superstitieuse, aussi craintive au climat terrestre. Je veux dire, c'est de la folie complète. Ils ont l'impression que avec des taxes et des restrictions, ils vont pouvoir affecter le climat de la planète. Ils ont l'impression que on n'a qu'à se priver collectivement, partir dans la privation, rester à la maison, geler en hiver, brûler en été, ne pas pouvoir accéder au confort le plus simple de la vie, ne pas se déplacer. Et que va-t-il se passer? Avec cela, le climat de la Terre va arrêter de changer. Ça signifie qu'on aura la même météo toute l'année. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'objectif. Est-ce que ça sera la même météo toute l'année? Ou bien est-ce que chaque jour de l'année, année après année, aura exactement la même température? Genre, par exemple, chaque année, le 1er janvier, il fait exactement telle température, telle météo. Chaque année, année après année. Et puis l'été, bon, ben, ça sera exactement 28 degrés à Paris. Tout le mois de juin, chaque année, il y aura ça. Je veux dire, c'est de la folie. Parce que ça n'existait pas, même à l'époque où il y avait que trois pecnos sur Terre qui se couraient derrière. Ça n'existait pas, même avant la révolution industrielle, il n'y avait pas ça. Même avant la révolution industrielle, quand il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas tout ça, eh ben les gens subissaient quand même les vicissitudes de la météo et du climat et des microclimats et tout ça. Donc c'est pas aujourd'hui avec des taxes et des privations qu'on va pouvoir gérer ça en Europe. C'est de la superstition pure, ça. D'accord? Donc, je te disais, ce qui est en train de se passer,
avec cette folie en Europe, c'est que, je te disais, cette idéologie a été inventée aux États-Unis, puis elle a eu, bien sûr, elle a eu ses heures de gloire aux États-Unis, parce que tout simplement, il y a beaucoup de business derrière, il y a beaucoup d'argent, ça brasse des trilliards, les histoires de climat. C'est pas du foutage de gueule, des grosses fortunes se sont faites sur le climat. Je veux dire, moi, sincèrement, au lieu de venir te parler de cela, honnêtement, je vais être direct, d'accord? Je vais être direct. Je peux gagner, c'est même pas 100 fois plus d'argent. C'est peut-être 1000 fois ou 10 000 fois plus d'argent que je peux gagner en me mettant du côté des lobbies du climat. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire, oui, Aldo, oui, j'ai vu ton livre, c'est beaucoup vendu, tu as dû te faire de l'argent. Je t'assure, sincèrement, je suis en train de me tirer une balle au pied en venant t'aider. Sincèrement. Ok? Je pense que même si un jour tu m'entends venir, si j'arrive un jour dans une vidéo puis je te dis oui, je suis venu présenter mes excuses parce que le climat change et puis ou chauffe et puis il va falloir payer et tout, je t'assure, si je te fais ça un jour, c'est que j'ai été vendu. Ok? Je te le dis, je te préviens maintenant. J'ai pas le projet de le faire, mais si un jour je m'égare, j'accepte une grosse mallette d'argent et je viens te dire que attention, il y a une urgence climatique et tu dois tout sacrifier pour ça, je t'assure, ce jour-là, désabonne-toi, j'ai été vendu. Ok? Voilà. Je te mets une boule, pas une boule, c'est une bouteille, je la jette à la mer, juste pour le futur, au cas où je m'égarerai ou que quelque chose vient dans ma tête. D'accord? Donc, si tu veux, aujourd'hui, tu prends par exemple le Royaume-Uni, il est plus pauvre que le Mississippi. Le Mississippi, c'est l'État le plus pauvre des États-Unis. Je sais pas où en est la France, je crois que la France c'est pareil, hein. C'est des pays qui sont en train de s'enfoncer dans la pauvreté. Mais attention, et t'as vu, on parle que de la clim, hein, on parle de la clim, mais t'as vu où on est en train d'aller. Si tu regardes par rapport aux témoins du climat, je vais te dire un truc simple. Le témoin du climat, pour lui, chaque euro que tu as sur ton compte, que tu as dans ta poche, c'est tout simplement une émission en sursis. Une émission carbone en sursis. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, tu as de l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas le dépenser. Tu vas le dépenser en quoi? Tu vas le dépenser, je sais pas, tu vas acheter un billet d'avion, tu vas acheter de la nourriture, tu vas acheter du carburant pour ta voiture, tu vas acheter une mobilette. Tu vois ce que je veux dire? Quoi que tu fasses. Tu vas acheter un livre, un journal. Quoi que tu fasses, tu vas dépenser du carbone avec cet argent. D'ailleurs, c'est pour ça, tu réalises bien, c'est pour ça que le lobby du climat s'intéresse au carbone, parce que tu peux traduire toute activité humaine, y compris le fait que tu regardes cette vidéo, y compris le fait que je sois en train de respirer, tu peux les traduire en émissions de carbone, donc tu peux les taxer. Ça signifie le moindre geste de l'existence peut se transformer en microtransaction taxable et puis soumise à restrictions et contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le totalitarisme qui est derrière ça. Alors, ce qui se passe, c'est que la seule manière de faire en sorte que les gens n'émettent pas le carbone, c'est de les appauvrir de manière durable. Regarde bien, mathématiquement. C'est la seule manière. La manière sûre et certaine. Parce que regarde, est-ce que tu peux, de manière réaliste, dire à des gens qui ont, par exemple, encore une carte de crédit qui n'est pas son maximum, qui ont 3 000 € de côté sur un compte, est-ce qu'à ces gens-là, tu peux dire, ne consommez pas, ne les utilisez pas? Parce que c'est pas bien pour la nature, c'est pas bien pour le climat. Ne partez pas en voyage, ne mangez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, alors qu'ils ont l'argent, ça signifie qu'ils ont le pouvoir de le faire. Est-ce que réellement, tu peux les en empêcher? La réponse est non. La réponse, tu ne peux pas les en empêcher, parce que, littéralement, tu es en train d'annuler la valeur de leur argent. Je veux dire, leur argent est là sur le compte, et toi tu leur dis, ne l'utilisez pas, je vous enjoins de ne pas l'utiliser pour de l'argent, à cause du climat. Est-ce que vraiment ils vont te suivre? Est-ce qu'ils vont vraiment t'écouter? La réponse est non. Donc, quelle est la manière sûre et certaine de faire en sorte qu'ils n'émettent pas de carbone? La réponse, tu les appauvris. Tu les appauvris par taxation confiscatoire, crise économique provoquée, inflation. Tu les impliques dans une guerre, n'est-ce pas? Et quand tu as utilisé tous les outils classiques et connus d'appauvrissement de la population, eh bien, que se passe-t-il? Ils n'auront plus d'argent pour pouvoir émettre du carbone. Ok? Donc, ce qu'on est en train de voir réellement, on est en train de voir un chemin qui est en train de prendre l'Europe et la ramener vers le Moyen Âge. Les États-Unis n'ont pas de conscience du Moyen Âge. Pour beaucoup, ils ne savent même pas ce que c'est.
Ce pays n'existait même pas comme il est aujourd'hui au Moyen-Âge. Et beaucoup de pays n'ont pas cette mémoire ou cette conscience. L'Europe, là encore. L'Europe avait un Moyen-Âge très fort, très présent, très documenté, avec des systèmes comme la féodalité, par exemple, des systèmes très forts aussi, qui ont continué longtemps, pendant des siècles, des générations. Donc, l'Europe est happée, et comme happée vers cette époque-là. Quand tu regardes, par exemple, la guerre d'Espagne, c'était quand? La guerre de succession d'Espagne. Waouh, heureusement que c'est pas un sujet d'examen, là. Allez, je mets mon argent sur 1700, 1709, je sais plus. Ne me citez pas dessus, hein. Dites pas Aldostérone a dit la guerre de succession d'Espagne, c'est en 1709. Mais grosso modo, je mets mon argent sur 1709, mais je suis pas complètement sûr. Regarde. Si tu regardes la guerre de succession d'Espagne, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que des nobliaux sont entretués pour des histoires de succession, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une taxe sur les bougies pour payer la guerre. Que s'est-il passé en retour? Eh ben, les gueux ne pouvaient pas accéder à la lumière. Ça signifie les gueux vivaient dans l'obscurité parce qu'ils ne pouvaient pas payer la taxe bougie. Ils n'avaient même pas le droit de fabriquer la bougie chez eux parce que c'était considéré comme voler l'État. Ils n'avaient pas le droit de fabriquer des bougies. Donc, il fallait une licence pour fabriquer une bougie et avec la licence venait l'obligation de capturer une taxe. Comme les gueux ne pouvaient pas faire ça, comment ils s'éclairaient? Eh ben, ils prenaient un pot, ils mettaient dedans de la graisse animale ou autre, et puis ils mettaient un torchon et ils l'allumaient. Ça n'éclaire pas bien, ça fume, ça bouffe beaucoup de graisse, ça empeste partout, mais voilà, c'est à ça qu'ils pouvaient accéder seulement. Il y a une époque aussi où les fenêtres étaient taxées, le nombre de fenêtres était taxé. Et donc les gueux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils ne pouvaient pas payer de taxes, parce qu'au bout d'un moment, c'était soit tu as une fenêtre, soit tu peux manger, eh bien, pour plaire aux scélérats qui venaient les taxer sur les fenêtres, ils prenaient des pierres et puis ils aveuglaient la fenêtre. Ça signifie ils la fermaient. Et donc tu imagines que les gens vivaient dans le noir, pas de lumière, vivaient dans des habitations qui devenaient vite insalubres, même pas la lumière du jour qui rentre, même pas la lumière, même la lumière du jour, c'était considéré comme un luxe, c'est considéré comme un privilège de caste. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de limite avec ces gens-là. Regarde, pendant que les châteaux étaient éclairés au flambeau, pendant qu'on faisait des fêtes et des garden parties, tout ça entrepoudré dans les jardins du château et qu'on éclairait avec des flambeaux, des flammes d'1 mètre de haut, eh bien, pendant ce temps-là, des millions de gens ne pouvaient pas s'éclairer, ne pouvaient pas étudier. Mais oui, si tu ne peux pas t'éclairer, tu ne peux pas étudier. D'accord? Tu peux pas lire, ça t'éclate les yeux. D'accord? Vivez dans des endroits qui étaient dévorés par l'humidité, par la moisissure, parce que la lumière du soleil ne rentrait pas, tu vois? C'est ça l'idée. Et la guerre d'Espagne s'est arrêtée, pour te dire, et l'histoire des bougies, hein, la taxe sur les bougies, a continué pendant presque un siècle après. D'accord? Elle a été abolie quand la bougie n'était plus quelque chose, quand il y avait l'électricité qui remplaçait la bougie. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à taxer l'électricité au lieu de taxer la bougie qui n'avait plus de sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, on veut replonger l'Europe dans cette époque-là. Dans cette époque où justement tout devient un privilège. Viendra un moment où la chaleur deviendra un privilège. Un domicile correctement rafraîchi par un climatiseur deviendra un privilège. Prendre la voiture, prendre l'avion, manger deviendra un privilège. Tu réalises pas le monde qu'ils sont en train de nous fabriquer. Ils sont en train de fabriquer un monde vraiment à leur mesure, un monde à leur image, un monde rien que pour eux, pour revenir justement vers le passé, vers ce passé lointain, pour lequel malheureusement certains ont une nostalgie, mais il faut le vivre pour réaliser, il faut le vivre pour comprendre. En tout cas, mes amis, je vous laisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici, mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Il y aura des gens qui viendront me dire « Oui, mais Aldostérone, moi j'ai 60 ans, mais il n'a jamais fait aussi chaud. » Mon ami, même le GIEC ne dit pas que la vague de chaleur qui est en France aujourd'hui est liée au réchauffement climatique. Ça, c'est dans ta tête, d'accord? Même le GIEC ne le dit pas. Même le GIEC tape sur 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Il ne tape pas sur plus 10 degrés d'ici le mois d'août. D'accord? Donc, des variations de température sur Terre
correspondent à des cycles. Il y a des cycles courts qu'on connaît, ultra courts. Le jour, la nuit. Le jour, il fait plus chaud que la nuit. Tu peux avoir des exceptions, mais généralement, c'est comme ça. Des variations saisonnières. L'été, généralement, il fait plus chaud qu'en hiver. Voilà, ça, c'est saisonnière. Le truc, c'est que si tu prends des cycles courts ou ultra courts, donc le jour et la nuit ou bien l'année, tout le monde peut les sentir et les voir. Mais ce n'est pas les seuls cycles. Il y en a d'autres. Il y a d'autres cycles qui durent 17 ans, d'autres qui durent 10 ans, d'autres qui durent 50 ans, d'autres qui durent un siècle, d'autres qui peuvent durer 1000 ans. C'est des cycles plus longs, tu vois. C'est comme si tu nies le cycle long parce que tu n'as vu qu'un bout et tu crois que ça va être comme ça tout le temps. Tu deviens comme le gars, imagine un martien qui vient sur Terre. Il vient sur Terre un 1er janvier, il mesure la température, je sais pas, il va quelque part, mettons dans le nord de la France, il mesure la température, il fait, je sais pas, mettons -5. Après, il arrive au mois de fin mai, il voit qu'il fait +25. Prend sa soucoupe, il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vous savez les gars, je vais passer 6 mois sur cette planète qu'on appelle la Terre, et en 6 mois, la température a augmenté de 30 degrés. 30 degrés en 6 mois. C'est une planète qui est en train de prendre 60 degrés de température par an. Donc chaque année, c'est 60 degrés de plus. Dans 10 ans, il fera 600 degrés sur Terre. Tu vois? Dans 100 ans, il fera 6000 degrés sur Terre. La nature ne marche pas linéairement seulement. Elle marche aussi en cycle. Et on est en train, les sorciers qui sont en train de t'arnaquer, sont en train de t'arnaquer avec des cycles longs, tout simplement. Voilà. Il y a des cycles qui sont étudiés, qui sont connus, en particulier influencés par des cycles solaires, qui ont des noms, qui ont des chiffres et tout ça. Et ces cycles-là sont essentiels pour comprendre comment on peut avoir des fois 10, 15, 20 ans plus chaud ou plus froid que les 10, 15, 20 ans qu'il y a avant. Voilà, c'est tout, c'est rien de nouveau. C'est de la science qui est connue, qui est documentée, qui est écrite, qui est validée, qui est acceptée par tout le monde, sauf qu'on est en train de l'utiliser comme des sorciers utiliseraient des artifices, tu vois, devant des primitifs pour les faucher, pour leur faire les poches par la suite, pour les effrayer, leur faire les poches. Aussi simple que cela. Voilà mes amis. Encore une fois, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Et puis, j'espère qu'un jour, on va s'en sortir de tout ça, quoi. Parce que les Américains, si vous avez remarqué, ils ont laissé tomber. Hein. Ils ont laissé tomber. Parce maintenant, ils sont en train de faire la révolution IA, intelligence artificielle, qui considère à tort ou à raison comme vraiment la chose à faire. Pour eux, c'est un virage comme le nucléaire. Et là, ils ont besoin d'énergie. Comme ils ont besoin d'énergie, toutes ces histoires de climat, ils les ont virés. Ils y reviendront plus tard, potentiellement. Une fois qu'ils ont dominé tout avec l'intelligence artificielle, ils pourront par la suite revenir et dire aux Européens « Ah oui, nous pensons que le climat, il va falloir que vous fassiez encore plus. » Tu vois, voilà. Que de l'hypocrisie, voilà. Merci mes amis, et on se voit dans la prochaine vidéo.